Bonjour à tous, je suis hyper content d'être là aujourd'hui parce que l'année dernière, pour tout vous dire, j'étais vraiment dégoûté de rater cet événement parce que je trouve que le positionnement de Zero to One est en tout cas une charte édito qui est hyper précise et hyper utile. Je m'appelle Florian, je suis un des fondateurs de Startup Palace. Startup Palace, notre mission, c'est d'aider des grands groupes à travailler avec des startups. On fait ça depuis 8 ans, c'est de l'open innovation startup grand groupe. On a eu en 8 ans plus de 30 clients corpo. On est présent dans plusieurs verticales, que ce soit les médias, l'assurance, la food et aussi le postal. Donc c'est des marques comme la Maïf, la MAF, Groupama, 20 minutes, Ouest France ou aussi Sodebo. Et on va lancer bientôt un accélérateur autour de l'alimentation santé. Et donc on a accompagné finalement plus de 450 startups maintenant en 8 ans. Et en tout cas, je suis ravi de pouvoir participer à cet événement avec Xavier. Alors pour arriver au sujet du jour, donc nous allons parler de produits financiers associés à la fidélisation, à la motivation des équipes, des notions qui finalement de prime abord ne sont pas hyper intuitives, mais on va essayer de vous permettre en tout cas de voir le lien dans ces 30 minutes. Donc on va parler d'actionnaires à salariés, de BSPCE, d'AGA, de clause de lever, enfin plein d'acronymes, mais rassurez-vous, à la fin de ces 30 minutes, on espère qu'à la fin de la séquence, vous pourrez briller en société ce soir avec tous ces termes-là. Et puis nous parlerons aussi du lancement d'une start-up, parce que Futures est une start-up, et c'est forcément le fil rouge de notre journée ici à Hachette. Xavier, bonjour. Je vais laisser du coup te présenter et nous présenter plus tard donc du coup l'aventure de Futures. Eh ben, bonjour Florian, bonjour à tous. Moi aussi, je suis ravi d'être ici. J'étais là l'année dernière et c'était vraiment un super event. Donc, je suis très content de pouvoir parler aujourd'hui. Donc, moi, c'est Xavier Roussillon. Je suis co-CEO de Futures, que j'ai fondé avec Arthur Dagard, qui se trouve là-bas, qui a un passé entrepreneurial très dense. Futures, c'est un service qui est en train de s'imposer comme nouveau standard pour l'incentive de tous les contributeurs des sociétés. Et en effet, donc on a fondé ça sur un produit financier de manière à adresser les trois grands pains de l'actionnariat salarié, c'est-à-dire on ne comprend pas comment ça marche, c'est pour les salariés, et en général, c'est dans une géographie très définie, donc notamment en France. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant qu'on plante le décor? Juste pour finir, on fait ça à travers un SaaS, de manière à rendre ça très activable. Et moi, ce que j'ai fait avant, donc j'ai 20 ans de B2B, dont les 10 dernières années en tant que directeur des opérations d'une fintech qui s'appelle QuickSign, qui est spécialisée dans l'entrée en relation pour les produits financiers, donc tout le KYC, les choses comme ça. Et ça a été la première structure à avoir un agrément européen autour de la signature électronique qualifiée. Donc on a évangélisé le marché depuis 2010 autour de ce type de technologie que je crois que maintenant tout le monde utilise. Est-ce que tu peux nous donner, donc tu as commencé un peu à teaser, donc un peu le big picture de cette offre qui est vraiment disruptive hein, sur ce marché. Hein. On utilise beaucoup le terme de disruptif, mais là, pour le coup, je pense qu'on peut vraiment l'utiliser. Et finalement, quelles ont été vos motivations avec Arthur quand vous avez décidé, il y a quelques temps, on y reviendra, de lancer Futures? Oui, enfin, Futures, c'est un projet qui a démarré il y a 24 mois. Quand on s'adresse à un sujet comme ça, c'est un sujet qui est assez complexe parce qu'il y a une partie donc, de finance, puis il y a une partie qui est très du droit, donc, et en plus qui est un droit qui est avec beaucoup d'éléments du droit, parce qu'il y a du droit corporate, donc de la société, du droit des contrats, il y a du droit fiscal, il y a du droit social, et ni Arthur ni moi, on est avocat. Donc évidemment, quand on regarde ces sujets-là, eh ben, on sait qu'on part vers une belle épopée, mais c'est aussi une chance parce que c'est une manière différente d'adresser les sujets. Et c'est peut-être ça qui a mené à créer justement une nouveauté. Nous, la première problématique qu'on avait, c'était de se dire il faut absolument qu'on soit systémique, c'est-à-dire qu'on apporte de la valeur à l'ensemble des acteurs de cet écosystème, que ce soit les sociétés, les fondateurs, qui rendent ça activable, que ce soit les contributeurs qui en retirent un besoin, et que ce soit tous les fonds d'investissement qui eux-mêmes ont des engagements vis-à-vis de leurs propres clients, donc leur LPs, et ne rien changer à leur business model. Donc on a essayé de comprendre tout ça. On a rencontré beaucoup de gens de nos réseaux
pour sentir la manière d'aborder les choses. Du coup, sur cette notion un peu de... Tu as parlé de 24 mois, mais en préparant, tu disais quasiment 3 mois. Enfin, 3 ans, pardon. On sait que les startups vont pas si vite que ça, finalement. Est-ce que tu peux nous faire un peu la timeline du 0 to 1 un peu de Futures? Ouais, alors la première année, moi j'ai quitté toutes mes fonctions opérationnelles chez QuickSign en juillet 2020. Et en fait, j'ai mis 2 ou 3 projets au tapis avant de lancer Futures. Donc la première année, elle était sur d'autres projets sur lesquels on cherchait des solutions et souvent on n'avait pas de modèle économique qui fonctionnait. Des projets qui étaient aussi en lien avec les marchés financiers ou Avec le partage de la valeur. Hein, quand j'ai décidé de quitter QuickSign et de lancer une activité, c'était vraiment le sujet que je voulais adresser. Et c'est assez rigolo parce que quand Arthur, on s'est dit que c'était un des beaux sujets, on était tous les deux embourbés dans des systèmes d'actionnariat salarié où on était en train, par des petites lignes de contrat, d'avoir en jeu des grosses sommes d'argent. Et on s'est dit, en fait, c'est pas possible parce que ça demande un niveau de compréhension et de connaissance qui n'est pas accessible aux personnes. Et donc, évidemment, quand on ne comprend pas, malheureusement, on n'y apporte pas beaucoup de valeur et on ne se sent pas un acteur des choses. Et il me semble que c'est un des sujets qui fait qu'aujourd'hui, l'actionnariat salarié n'est pas suffisamment motivant. C'est que la connaissance des outils n'est pas suffisante de la part des personnes qui le reçoivent. Et pourquoi finalement cette connaissance des outils, elle est pas forte? Parce que vu de loin, on peut se dire, c'est quand même cool, l'actionnariat salarié. Donc qu'est-ce qui fait? Je crois que tu as des chiffres un peu qui expliquent un peu tout ça. Alors pourquoi? Je pense pourquoi? Parce que c'est compliqué. Parce qu'en fait, quand on touche au capital de la société, il y a beaucoup de choses à connaître. Et finalement, de se retrouver face à ce nouvel étendue de connaissances, on nous explique une fois, on comprend, puis en fait, 3 heures après, on se rend compte qu'on n'a pas compris. On se rend compte qu'on n'a compris que partiellement. Et finalement, on ne maîtrise pas cet outil. Oui, en termes de connaissances, donc on vient de lancer, on a lancé une étude dont on a les résultats qu'on va publier bientôt avec Avisio. Donc Avisio, c'est un cabinet RH où on a interrogé les gens en disant comment vous connaissez, qu'est-ce que vous y connaissez, comment c'est activable, comment ça joue pour vous dans vos décisions d'aller dans une boîte, de changer de boîte, dans votre motivation, dans votre vision long terme avec l'entrepreneur. Et en effet, en termes de connaissances, quand c'est C-level et fondateur, en général, le niveau de connaissance est assez bon. Par contre, quand on est manager ou collaborateur, le niveau de connaissance est assez faible, surtout quand on n'a jamais eu d'actionnaire salarié ou qu'on en a eu une fois. À partir du moment où on en a eu au moins une fois, donc 2 fois et plus, le niveau de connaissance générale est bon. Ça veut dire que finalement, c'est quand on est confronté au dénouement de l'opération. Donc au moment où soit on perd tout ce qu'on pensait avoir, soit on gagne, que finalement le niveau de connaissance devient l'équivalent au C-level et au fondateur. Là, sur le début de ce chemin, c'est quoi un peu les difficultés principales que vous avez eues? Ouais, donc pour Futures, ce que je vous disais, on a la première approche quand on a senti qu'il y avait quelque chose autour de ces plans d'incentive. On a rencontré nos réseaux, on a rencontré à peu près 200 personnes, des fondateurs, des fonds d'investissement, des avocats, des collaborateurs. Et il y a eu on sentait qu'il y avait quelque chose. Les gens nous disaient qu'ils avaient des doctorats d'emmerde dans l'actionnariat salarié. Donc c'était vraiment quelque chose qui était un pain et qui était... on a regardé aussi évidemment la concurrence et il n'y avait pas de concurrence sur le sujet. Donc on a commencé à se dire qu'il y avait quelque chose et c'est finalement allé assez vite parce qu'en 4 mois, on était incubé à Station F. On était dans le F40 de Station F. Donc le F40, c'est les 4% des boîtes que Station F met en avant en novembre dans un grand événement où ils poussent auprès de tous leurs partenaires les boîtes qu'ils ont sélectionnées. Donc ça veut dire que suite à ça, on a eu plein de rendez-vous de fonds d'investissement, de business angels et de plein de sociétés qui étaient elles-mêmes embourbées dans des sujets où elles n'avaient plus de solution. Donc là, c'était pour nous un point intéressant. Et ce qui a mené, on a fait une levée de fonds en quelques semaines d'un précide qui
ont permis de vraiment démarrer le hard work, donc vraiment le travail de mise en œuvre du produit. Du coup, on a souvent dans les jeunes fondateurs, il y a un peu le mythe du lancement. On dit on va lancer tel jour et puis voilà, ça va bien se passer. Hein, et finalement, on se rend compte que ça merde à chaque fois, qu'il ne se passe rien. Il n'y a que peut-être Apple qui peut faire une grande keynote et le lendemain, tout le monde se presse dans les boutiques. Lors de la préparation, tu m'avais parlé d'un soft launch que vous avez fait à la fin de l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez préparé votre vrai lancement finalement? Ouais, en fait, avant le soft launch, hein, on a eu 2-3 petits rebondissements parce que on avait une belle hype qui était lancée. On avait plein de gens qui étaient teasés sur le sujet, sauf qu'on n'avait pas évidemment tout le produit qui était construit. Hein, pour l'instant, on avait les prémices, un modèle, quelques slides. On avait des gens qui nous avaient fait confiance pour être la bonne équipe pour venir traiter le sujet. Mais on n'avait pas encore tous les contrats. Donc on travaillait évidemment avec des cabinets d'avocats. Et dans ce travail de détail, on a mis le doigt sur un point noir, ce qu'on peut pas éviter. Avec Arthur, on est très clair, on est d'accord pour être avant la loi, on n'est pas d'accord pour être hors la loi. Et là, on était vraiment trop près de la ligne jaune pour continuer. Donc c'est un point d'arrêt. Alors c'est pas trop grave, un point d'arrêt, on est habitué à avoir des points d'arrêt. C'est presque le recommencement qui était vraiment dur. Je me souviens on sortait, donc on travaillait avec un cabinet expert de tous les management packages pour construire cette offre. Et donc là, ils venaient de nous mettre le point d'arrêt. On avait commencé le premier atelier de reconstruction. Un atelier de reconstruction, c'est 4 heures avec 5 partenaires, chacun en charge d'une partie du droit. On était avec Arthur, on était au Hoxton, c'est dans un café à Paris, et on s'assoit et on se regarde. On n'avait pas compris, je pense, 60% des choses qui avaient été dites dans l'entretien. On avait posé plein de questions qui n'avaient pas eu de réponse, et on savait qu'on se renvoyait en 3 semaines avec un mémo qu'on aurait peut-être 24 heures avant pour continuer. Autant vous dire que ce n'est pas exactement ça qu'on avait imaginé. Et on était vraiment, on se disait, ok, on s'est couré, quoi. Enfin, ça marche pas. On s'est dit, ok, on rend l'argent qu'on a levé, on va pas y arriver. Puis on avait des engagements parce que notre premier collaborateur, Clément, qui doit être ici aussi, il arrivait 15 jours après. Et je crois qu'on avait signé l'arrivée du suivant quelques jours avant. Donc, c'était pas possible de s'arrêter. Évidemment, on n'a rien fait. On a attendu que le week-end passe. On est allé voir nos familles. Et puis on a recommencé à construire. Et cette construction, elle a pris plusieurs mois, avoir l'impression vraiment de prendre des vieilles pierres de la bâtisse d'à côté pour essayer de la remettre dans une nouvelle maison et de badigeonner d'une couleur nouvelle. C'était pas vraiment le médicament qu'on cherchait. Nous, c'est ça qui nous intéressait. Quand on aborde des problèmes comme celui-ci, il y a 2 façons de faire. Soit vous faites des vitamines, c'est-à-dire que vous venez digitaliser quelque chose d'existant, et là vous gagnez 15, 20, 25, 30, 35% d'optimisation. Soit vous essayez de renverser la table et de trouver un médicament. Donc c'est ça qu'on voulait faire, et là on était vraiment en train d'être de nouveau dans la vitamine. Donc on n'était pas satisfait de ce qu'on faisait. Et la bonne réflexion a été de se dire, c'est pas grave, on cherche encore une alternative. Donc on n'a pas scié la branche avec laquelle on était, on a continué à travailler avec ce cabinet. C'était le 4e, je crois, avec lequel on travaillait, donc on en connaissait déjà pas mal. Et on en a lancé un 5e, avec une approche un petit peu différente, c'est-à-dire que c'est une approche où on a juste posé toutes les questions auxquelles il fallait qu'ils répondent. Et on les a laissés travailler, c'est eux qui sont revenus avec des réponses. Donc ensuite, et évidemment, il y avait des réponses qui nous plaisaient. Donc on a continué, et puis là, on est parti sur un mode de travail. Donc c'est un cabinet qui est aixois. Alors si vous avez des sujets autour du droit entrepreneurial, allez les voir, parce qu'ils sont hyper agiles. On arrivait... Comment ils s'appellent? Tu peux leur faire la pub. C'est le moment cabinet... promotion. Ok. Bruzo Dubuc. Donc allez-y. En plus, ils font pas mal de nouvelles technologies dans tous les sens du terme. Et ce qu'ils savent faire et ce qui est hyper rare, c'est qu'on les voyait 3-4 fois par semaine dans les ateliers de travail et qu'en même temps, ils avaient une restitution écrite
d'hyper bonne qualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a aidé à avancer. Donc, on a reconstruit la solution en 3 semaines, 1 mois. Et puis, donc, on a décidé évidemment de rester avec eux et d'arrêter avec le cabinet précédent. Tu peux les citer aussi, le cabinet précédent? Non. Mais qui est j'ai pas d'animosité. Enfin, c'est juste que c'est pas la même façon de travailler. Et ensuite, à peu près 3 mois pour reconstruire le produit dans ce deep work des contrats. Et là, en effet, on s'est mis dans le soft launch, c'est-à-dire que on n'était pas complètement, on était prêt dans les bases du service. Le SaaS était prêt, les produits financiers étaient prêts, mais on n'était pas prêt dans les procédures. Et donc, on a identifié 4 de nos clients avec qui on a vraiment joué carte sur table en disant, voilà, aidez-nous à construire, aidez-nous à répondre à toutes les questions que vous avez. Et c'est ça le soft launch qu'on a fait. Et du coup, c'est quoi les grands apprentissages de ce soft launch? On est allé voir beaucoup d'équipes. On a pu notamment confronter l'importance de la transparence de l'information. C'est un des points aussi difficiles dans l'actionnariat salarié classique, c'est qu'en fait les référents qui sont les détenteurs de l'information, donc ça va être soit les RH, soit les fondateurs, soit les cabinets d'avocats de la société. Donc ça, c'est l'étude qu'on a menée qui nous le donne. L'information qui est donnée n'est pas donnée comme une information indépendante. Là, nous, typiquement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, mais le fait de passer par Futures pour ce type de produit, les personnes sont en contrat avec Futures. Donc nous, on a une obligation d'indépendance par rapport à l'information qui est donnée. Et à partir du moment où on dit la vérité, nous, on ne dit pas « vous allez tous devenir millionnaires », on dit « la société, aujourd'hui, elle en est là ». Le projet stratégique du fondateur, c'est de l'amener là. Et bien aujourd'hui, donc on a de l'algorithmétrie autour de ça. On sait qu'il y a un tel pourcentage des sociétés qui sont au même niveau qui vont l'exécuter, ce plan-là. Et c'est ça qu'on dit. On n'est pas en train de vous dire que vous allez devenir millionnaire à coup sûr. On est en train de vous dire que si tout le monde travaille bien, que si vous ne vous tirez pas dans les pattes, si vous restez fidèle à la société, donc elle ne perd pas de temps à recruter de nouvelles personnes, elle ne perd pas de connaissances avec le départ des personnes, eh ben vous avez beaucoup plus de chances d'arriver à cette cible, et à ce moment-là, vous gagnerez 1 an et demi, 2 ans, 5 ans de salaire. Et cette clarté, je crois qu'elle fait mouche, parce que, je prends juste une petite anecdote, on a des gens qui ont voté pour Futures. On a une structure à Marseille, donc dans ce soft launch, qui a voté pour Futures. Il y avait 4 choix, il y avait une très grosse prime, un plan de BSPCE, un plan d'épargne entreprise et Futures. Justement, là, c'est le moment. Je donne le chiffre. Définition. C'est quoi les BSPCE? Donc les BSPCE, il y a dans la loi française, et tous les pays d'Europe ont sensiblement la même chose, il y a une niche fiscale qui autorise les salariés à disposer d'outils de capital sans prendre de risque d'investisseur. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, ça veut dire qu'il n'y a pas la nécessité de prendre un risque d'acheter quelque chose, et pourtant la fiscalité du produit est une fiscalité d'investisseur. Donc vous avez cette fiscalité sans investir. Et ça, on l'a sensiblement partout dans des modèles un peu différents en Europe. Ok. Si on prend un peu de hauteur justement dans votre environnement, donc un peu le marché du travail, pour toi, aussi dans la préparation, tu nous as dit qu'il y avait un peu 3 triggers principaux qui vous ont incité à lancer Futures. Il y avait le premier qui sont liés aux compétences. D'ailleurs, je crois que tu n'aimes pas le mot talent, donc il faudrait que tu nous expliques pourquoi. Un autre qui est lié au savoir et à l'information, tu en as un peu parlé. Puis le dernier à la fidélisation. Est-ce que tu peux un peu développer cette partie? Alors, le mot talent, je n'ai rien contre lui, mais je trouve qu'il est un peu galvaudé. Aujourd'hui, tout le monde parle de talent plutôt que de collaborateurs. Nous, du coup, on s'est beaucoup posé la question de comment est-ce qu'on allait aborder. Donc, ce qui est important, c'est que Futures, les 3 pain points aujourd'hui, c'est donc incompréhensible, c'est pour les salariés et c'est géographiquement extrêmement ciblé. Futures, c'est, on espère, compréhensible, en tout cas on travaille pour ça. C'est pour tout type de contributeurs, c'est-à-dire que vous soyez salarié, freelance ou partenaire, vous avez le droit
vous êtes éligible aux Futures, et ça, où que vous soyez dans le monde. Donc tu vois, c'est une... En fait, c'est parce que nous, on est persuadés que aujourd'hui, la nécessité pour créer des champions de demain, c'est ni la relation contractuelle que tu as avec la personne, ni le fait qu'il soit un talent permanent, entre guillemets, mais c'est qu'il apporte des compétences. Et c'est vrai que ce terme de contributeur, de compétences, les Américains disent stakeholder, pour nous convient plus aux besoins actuels des manières de travailler. Excuse-moi, tu avais 2 autres points. Et il y avait donc du coup cette notion de compétence. Après, tu avais tout ce qui était lié au savoir et à l'information. Oui, ben, j'en ai parlé rapidement en Mmh. disant que, et ça c'est peut-être un truc général, hein, c'est pas du tout lié à Futures, mais pour tous ces systèmes d'incentive, ce qui est essentiel, c'est pour que ce soit activable, donc pour que ce soit rétentif, il faut absolument que les gens comprennent. Aujourd'hui, les systèmes sont fondés sur une coercition temporelle, c'est-à-dire qu'il faut rester dans la boîte pour les avoir. Là, les chiffres qu'on va sortir montrent une chose, c'est qu'il y a 4% des gens pour qui c'est un élément décisionnel. 4%. Il y a 20% des gens pour qui ça rentre en compte dans le fait de changer de boîte. C'est-à-dire de penser que parce qu'on a mis quelque chose qui bloque les gens dans le temps, et alors ils vont rester, c'est complètement erroné. Il y a aussi une notion de payant contre gratuit. Est-ce que tu peux développer cette partie-là et peut-être définir aussi ce que sont les AGA? Alors les AGA, donc c'est le deuxième dispositif légal. Alors c'est des termes qui sont notés dans le droit. Hein, c'est vraiment BSPCE, AGA. Il y a une fiscalité assurée d'investisseurs quand on est salarié. Donc c'est des attributions d'actions gratuites, les AGA. Et en effet, BSPCE, AGA, c'est gratuit. Futures, il faut prendre un risque investisseur. Donc il y a une différence entre les deux. Alors au début, on s'est dit que c'était un point de faiblesse, parce que d'un côté c'est gratuit et de l'autre côté c'est payant. Sauf qu'en fait, quand vous avez quelque chose qui est gratuit, qui est nominatif, donc vous pouvez pas vous en dessaisir, et qu'en fait quand vous partez de la boîte vous les perdez, finalement l'appréciation de la valeur elle est nulle. Alors que quand vous avez investi dans quelque chose, et heureusement ce n'est pas des grosses sommes d'investissement, c'est des produits qui ont des seuils de retour sur investissement qui sont très importants. Mais quand vous avez investi dans quelque chose, vous avez qu'une envie, c'est faire fructifier votre investissement. Et ça, vous êtes, vous, acteur, parce que Futures, donc, on l'a vu, c'est sur une plateforme, donc c'est très simple d'avoir les attributions. L'idée est de se dire que quand on a une réussite collective, il y a une attribution qui se passe. Quand on a une réussite individuelle, il peut aussi y avoir les attributions. C'est complètement discrétionnaire, donc c'est vraiment lié à votre travail. Et donc, du coup, c'est vraiment des incentives. Oui, pardon. Et en effet, et donc plus vous allez rester en entreprise, plus vous allez pouvoir vous en voir attribuer et donc en avoir. Et comme vous faites croître avec ça la valeur de la société, vous faites croître votre investissement en même temps. Sans aller sur du BSPCE un peu bashing, mais du coup, c'est quoi un peu les écueils des BSPCE? Le premier, c'est que les personnes ne comprennent pas. Enfin, entre nous, on s'amuse à se dire qu'il y a peut-être plus d'influenceurs à Dubaï que de personnes qui ont vraiment gagné de l'argent avec des BSPCE. Bon, ça, c'est notre petite blague interne. Mais non, ce qui se passe, c'est que comme c'est pas compris, le dispositif n'est pas mauvais. Hein, je ne dis pas que c'est mauvais. D'ailleurs, on est une alternative complémentaire. On ne dit pas qu'il faut tout changer pour Futures. Mais pour les personnes, quand c'est pas compris, ce qui se passe, c'est qu'au moment où ils quittent la société, souvent, ils pensaient être actionnaires et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas actionnaires ou qu'il faut qu'ils sortent des grosses sommes d'argent pour le devenir. Et donc, il y a l'impression d'avoir quand même été un petit peu floués et ils partent du coup un petit peu amers de la structure, ce qui est dommage, parce qu'une séparation, parfois, il y a de très bonnes raisons de se séparer et en très bons termes. Je crois que c'était Jean-Baptiste qui fait partie aussi de votre équipe, là, qui était venu nous voir à Nantes et qui racontait que dans une boîte précédente, plusieurs de salariés pensaient qu'au moment de l'achat immobilier, un peu comme certains autres dispositifs, ils pouvaient sortir finalement le cash
avec les BSPCE, et ce qui n'est pas le cas. Donc, Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec l'information n'est pas tout à fait indépendante. Parce que quand, lors d'un recrutement, ce que va dire la RH qui n'a pas nécessairement compris comment ça marchait, donc c'est pas une volonté négative, mais de dire ben, je te paye tant plus 20 000 euros de BSPCE, ça tend exactement à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a de l'argent, sauf que c'est pas du tout liquide. Et ça, c'est un sujet pour nous qui est important, c'est que chez Futures, c'est liquide. C'est-à-dire que Futures offre la possibilité de mettre en vente ce que vous détenez avant même la vente de la société. Ben pourquoi? Parce que au moment, l'intérêt de ce type d'outil, c'est qu'au moment où vous en avez besoin, vous puissiez l'actionner. Parce que si vous avez envie d'acheter un appartement, peut-être que ça ne correspond pas au moment où la boîte va être vendue. Et finalement, pour l'entrepreneur, ben tout est positif parce que on se rend compte, enfin les contributeurs se rendent compte que ce qu'ils ont, ça a de la valeur. Il permet aux contributeurs d'en profiter sans que ça ne lui ait rien coûté à lui. On en parlait hier soir avec l'intervention notamment de France Digital. Il y a aussi un prisme européen qui est hyper fort dans votre projet. Bah, dans la réflexion qu'on a eue de se dire quel est le support qu'il faut qu'on aille choisir, le fait d'avoir choisi un produit financier, c'est aussi parce que c'est complètement européen nativement. Et évidemment, je pense qu'on a tous des histoires post-Covid où on se rend compte qu'en fait, mon copain est allé vivre en Allemagne avec sa nana et il continue à se connecter en VPN en France pour continuer à avoir les avantages. Et évidemment, quand on réfléchit comme ça, il n'y aura pas de champion. Enfin, on est par rapport à des marchés américains qui sont beaucoup plus unifiés. Donc évidemment, dans cette nécessité des compétences, la vision européenne, elle est essentielle. On arrive un peu à la clôture de nos échanges. S'il y avait un peu, en mode un peu wrap-up, trois points importants à retenir pour l'auditoire. Le premier, peut-être, c'est sur les transparences d'information. C'est-à-dire que pour que ces outils-là soient activables, quels qu'ils soient, il faut vraiment prendre le temps de les expliquer de manière à ce que les personnes qui en disposent comprennent comment ça marche. Je pense que ça, c'est vraiment le point principal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autres points importants? Peut-être des points un peu généraux sur ce que nous, on a vécu. La résilience, évidemment, c'est-à-dire que faire face à des problèmes, je crois que c'est ce que recherche l'entrepreneur quand il se lance dans un projet comme ça. Et ne pas rendre l'argent, même si parfois on a envie, continuer et se dire qu'on peut y arriver parce que quand on rend l'argent, finalement, on capitule par rapport au pain qu'on a adressé. Et le dernier, peut-être, c'est cette fédération, entre guillemets, d'entrepreneurs, où moi, quand j'étais dans ce moment un peu délicat avec les avocats, où on se parlait toutes les trois semaines, eh ben, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé des gens qui avaient vécu la même chose. Donc j'ai appelé le fondateur d'Ornicar, j'ai appelé Siska, Virgile, parce que je savais qu'ils avaient rencontré la même lenteur, en tout cas qu'ils avaient adressé des sujets juridiques complexes. Et ils m'ont rassuré sur le fait de dire, mais c'est pareil, on a fait pareil. Et cette nécessité d'être sûr qu'on est sur la bonne voie et qu'on n'est pas en train de se tromper, ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est très fort. Et d'une manière plus générale, ce qui est hyper sympa quand on est fondateur, c'est que on peut, je crois, écrire à peu près à n'importe qui et demander une demi-heure de discussion. Et alors les avis sont des avis, ce que j'appelle à emporter, c'est-à-dire qu'il en vient de la discussion qu'on vient d'avoir, mais en général, les portes s'ouvrent. Oui, c'est des choses que j'ai entendues aussi ce matin dans les conférences. Hein, donc vraiment, faut pas hésiter à oser taper à la porte. Et en général, cet écosystème startup, il est quand même plutôt bienveillant. Alors après, il faut que votre demande soit aussi précise. Peut-être pour terminer, je crois que Arthur avait une requête pour que tu fasses une petite annonce pour terminer. Alors, je vais la faire. Non, mais bon, ça va faire du teasing.
Non, évidemment, nous, notre sujet, c'est d'accompagner les entreprises. Donc, si jamais autour de vous, vous avez des sociétés qui sont un peu en difficulté ou qui se posent des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Évidemment, on leur répondra. Et on est, nous, là, à la sortie, vous avez vu, on a sorti des jolis hoodies bleus pour venir discuter avec nous. On sera ravis d'en parler avec vous. Et Arthur veut scanner tous les numéros aussi, je crois. Xavier, merci beaucoup. Et puis, bon futur à Futures. Et bonne continuation pour la suite de 0 to 1. Merci à tous. Merci Flo, merci à tous.